Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette journée, on va assister à une soutenance de Dr LMD, cycle LMD, de la doctorante Mejelli Zineb, dont l'intitulé de sa thèse est l'apport de l'approche paramétrique pour une conception environnementale intégrée, car des logements sociaux à Guelma. Sous la direction de ce travail de recherche et sous la direction du professeur Alqama Jamal et du docteur de Cheikha Assoul, il va être aussi a été expertisé par l'expert professeur Aïch Messoud et aussi madame docteur Salah Salahana et monsieur Shraïtiya Mohamed, aussi présidé par professeur Lazeli. On va vous allouer à peu près 35 minutes pour votre exposé et après on passera au débat et aussi au questionnement auprès des experts, des membres experts. Allez-y, mademoiselle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Mesdames et messieurs, avant tout, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude aux membres de jury pour l'honneur qu'ils m'accordent en examinant ce travail. Je tiens également à remercier chaleureusement mon directeur de thèse, le professeur Alqama Jamal, ainsi que mon co-encadreur, le docteur Cheikha Assoul, pour leurs précieux conseils et leurs encouragements tout au long de ce parcours. Je remercie également ma famille, mon mari, ainsi que mes collègues et assistants pour leur accompagnement. Sans plus tarder, je vais présenter avec vous une synthèse de cette recherche intitulée « Apport de l'approche paramétrique pour une conception environnementale intégrée, cas des logements sociaux à Guelma ». Ce travail s'articule autour de 4 phases principales. Tout d'abord, le contexte général et la problématique. Ensuite, la méthodologie. Puis, résultats et discussions, où j'analyse les données obtenues et leur portée. Et au final, je terminerai avec une conclusion et perspective pour les recherches futures. En présentant d'abord le contexte général et la problématique. Ces dernières décennies, les questions environnementales apparaissent comme des enjeux primordiaux pour l'avenir de notre planète. Compte tenu des problèmes qui subsistent actuellement, le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles et l'effet inévitable des grands secteurs socio-économiques mondiaux, particulièrement dans le secteur du bâtiment, qui se distingue avec une empreinte environnementale majeure, représentant une part significative de la consommation énergétique mondiale, atteignant jusqu'à 40% dans certaines régions. Cette empreinte commence dès les premières étapes de conception d'un bâtiment et se prolonge tout au long de son cycle de vie. Le secteur de bâtiment est ainsi responsable d'une grande partie d'émissions de gaz à effet de serre, notamment par le biais de systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage. Au sein de ce secteur, le domaine résidentiel se distingue comme étant le plus énergivore. Selon l'Agence internationale de l'énergie, près de 25% de l'énergie finale mondiale et génère une part significative d'émissions de gaz à effet de serre. Une grande partie du parc résidentiel se vend vieillissant et caractérisé par des infrastructures obsolètes et des performances énergétiques insuffisantes. Cette situation découle à des conceptions inefficaces entraînant des pertes énergétiques importantes et un confort réduit pour les occupants. Dans un contexte global, la conception architecturale des logements est confrontée de nos jours à de nouveaux défis, en particulier sur les plans environnemental, technologique et sociétal, dont la définition reste complexe et incomplète, ce qui se lève à de nouvelles problématiques et renforçant ainsi la complexité déjà existante de l'activité de conception. Au niveau national, le bâtiment social en tant que composant clé du secteur résidentiel
joue un rôle crucial dans la politique des logements. Cependant, il est souvent marqué par des défis majeurs liés à la qualité de conception, au confort des occupants et à l'adaptation aux spécificités climatiques et culturelles. En raison de la complexité du processus de conception combinée à la nécessité de construire rapidement à moindre coût et dans les brefs délais, les décideurs ont été poussés de mettre l'accent sur des aspects quantitatifs aux dépens du confort d'usage, dont le confort a souvent été négligé, avec une conception inadéquate aux besoins de la population, un archive sans critères scientifiques, ce qui a conduit à des logements similaires et à une standardisation architecturale, surtout le territoire algérien, inapproprié au contexte culturel et climatique du pays. Malheureusement, cette révolution dans la pratique architecturale continue avec les programmes quinquennaux, qui prévoient 1 million de logements. Ce programme provoque la question d'intégration climatique, où la même conception du plan de masse a été répétée sur toutes les cités algériennes. Ce manque d'harmonie et de compatibilité entre conception architecturale et conditions climatiques et environnementales a non seulement alerté la qualité de vie des occupants, mais a également engendré une consommation énergétique importante, apparue clairement sur le bilan énergétique national de l'année 2023 en mettant en lumière sur l'urgence d'une intégration climatique et environnementale dans les pratiques architecturales. Cette problématique soulève une question centrale. Comment trouver un compromis optimal qui permette une conception architecturale mieux adaptée aux exigences environnementales? Et deux autres questions secondaires peuvent avoir lieu. Premièrement, comment déterminer les paramètres qui ont plus d'influence pour optimiser la performance environnementale dans le contexte des logements sociaux également? Deuxième point, avec quelles pratiques architecturales les concepteurs peuvent intégrer cette pluralité de paramètres de performance face aux changements climatiques futurs dans le processus de conception architecturale? Cette étude repose sur les hypothèses suivantes qui seront testées. Premièrement, l'adoption d'une approche paramétrique dans le processus d'une conception environnementale intégrée permettra d'améliorer la qualité environnementale du logement et assurer un confort optimal. Deuxième point, les paramètres tels que l'orientation du bâtiment, les matériaux de construction ainsi que les caractéristiques des fenêtres et les dispositifs d'ombrage jouent un rôle crucial dans l'optimisation de la performance environnementale des logements sociaux également. Leur intégration dans le processus de conception peut entraîner une amélioration significative de l'efficacité énergétique. Et troisième point, l'adoption des pratiques architecturales intégratives telles que l'éco-conception intégrée permet aux concepteurs d'incorporer efficacement une diversité de paramètres de performance en réponse aux conditions climatiques futures dans le processus de conception architecturale. Cet effort de pensée est dans le but de montrer le potentiel de l'approche paramétrique au cours des premières étapes conceptuelles du bâtiment afin de réaliser ce style durable de conception environnementale basé sur l'optimisation du confort. Deuxièmement, contribuer à l'évaluation environnementale des logements sociaux en Algérie et particulièrement également. Troisième point, évaluer l'influence des paramètres tels que l'orientation des bâtiments, les matériaux de construction et les dispositifs d'ombrage sur la performance environnementale des logements sociaux également. Et quatrième et finalement, étudier les pratiques architecturales existantes d'éco-conception intégrée et leur efficacité et intégrer une pluralité de paramètres de performance face aux conditions climatiques futures. À cet égard, notre recherche s'appuyait sur 4 concepts clés. Premièrement, la conception environnementale. C'est la pratique qui consiste à intégrer dès la phase de conception les facteurs environnementaux. Elle vise à réduire l'impact écologique du bâtiment tout en offrant un confort optimal pour ses occupants. Ainsi que l'approche paramétrique.
C'est une méthode générale basée sur la pensée algorithmique qui utilise des paramètres comme des variables dans le processus de conception et permet de définir des relations et des dépendances entre les différents éléments d'un système. Dans le cadre de l'approche paramétrique, l'optimisation multi-objective, elle s'agit d'une méthode mathématique visant à résoudre des problèmes multi-objectifs conflictuels en utilisant des algorithmes et des modèles paramétriques pour optimiser les alternatives. Et au final, le changement climatique futur, c'est l'évolution du climat due aux émissions humaines, entraînant hausse des températures, événements extrêmes et impact sur les écosystèmes. Nous avons structuré la partie théorique de notre recherche en 3 chapitres, chacun étant dédié à l'exploration approfondie de ces concepts clés. Parallèlement à la recherche bibliographique, nous avons adopté une démarche méthodologique rigoureuse. Ce processus structure autour de 5 phases clés. La première étape consacrée à l'exploration sur terrain, des visites des ensembles des logements sociaux. 4 CT représentatifs ont été sélectionnés, aboutissant à une étude d'un bâtiment représentatif sur 3 niveaux d'esthète. Par la suite, la deuxième étape, c'est investigation in situ, où des mesures sur terrain ont été effectuées pendant la période la plus chaude et la plus froide de l'année 2022. Passons à la troisième étape, c'est validation et calibration, où les données collectées ont permis de valider les résultats de la simulation à l'aide du test de Pearson et des équations mathématiques. Arrivons à la quatrième étape, tout en commençant avec une simulation climatique, en élaborant tout d'abord les scénarios climatiques futurs, poursuivi des simulations paramétriques en utilisant le logiciel Rhinoceros Grasshopper et ses plugins Ladybug and Honeybee. Et cinquièmement et finalement, une optimisation multi-objective a été réalisée, combinée d'un algorithme génératif en utilisant l'Octopus comme logiciel. Commençons avec l'exploration sur terrain. Le choix des ensembles des logements sociaux repose sur la représentativité pour analyser le confort et les spécificités architecturales du logement social. L'étude a commencé avec un recensement des projets récents, avec un focus sur 4 CT récemment construites. Cette étape a impliqué une collecte d'informations préliminaires, incluant des visites d'archives avec des consultations auprès des autorités locales pour obtenir des plans architecturaux et des documents techniques. Par la suite, une analyse typologique a été réalisée pour classifier ces ensembles selon leur période de construction et les stratégies architecturales employées. Après comparaison et la similitude de ces ensembles pour leurs caractéristiques fonctionnelles et architecturales, justifier le choix, l'étude plutôt, d'un seul bâtiment représentant les logements sociaux également, tout en offrant des résultats applicables à d'autres modèles. L'étude porte sur un bâtiment du complexe résidentiel collectif situé au nord-est de la commune de Galma, Algérie. En raison du temps de la simulation, la symétrie du bâtiment et pour évaluer l'impact des différents niveaux de plancher, notre recherche se concentre sur 3 pièces du même bâtiment, situées au rez-de-chaussée, au 3e et au 5e étage, orientées vers le nord-est. Arrivons maintenant à la deuxième étape, l'investigation in situ, où des mesures sur terrain ont été effectuées. Avant de commencer, nous avons déterminé la période la plus chaude et la plus froide de l'année 2022 à l'aide du diagramme psychométrique réalisé par Ladybug. Pour analyser les caractéristiques thermiques du bâtiment, des mesures sur la température ambiante intérieure et l'humidité relative ont été effectuées à 8 reprises à des intervalles de 12 heures, de 8 heures à minuit. Un thermohygromètre a été utilisé comme un instrument de mesure. Cette méthodologie repose sur la norme NCHRE standard 55, qui stipule que les mesures doivent être effectuées au centre de la pièce à une hauteur d'1 mètre au-dessus du sol.
Ainsi, il était impératif de désactiver tous les systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation. Bien que des mesures de la vitesse de l'air aient été réalisées, celles-ci ont été écartées en raison de l'imprécision de l'instrument des mesures, qui a donné des résultats peu fiables. Passons aux mesures de l'éclairement naturel. Donc, les mesures ont été réalisées à 56 points spécifiques dans chaque pièce, à une hauteur de 0,8 m, avec un espacement de 0,5 m entre les points. Le nombre de points est calculé selon la norme Illuminating Engineering Society, telle que présentée par la figure suivante. Par la suite, un luxmètre a été utilisé pour mesurer ces niveaux d'éclairement. Bien sûr, pendant la période la plus froide de l'année 2022, notamment sous un ciel nuageux, à 4 moments de la journée, en éteignant toute lumière artificielle. Arrivons à la troisième étape, validation et calibration. Et pour valider les résultats de simulation, 3 pièces à différents niveaux ont été modélisées et simulées. Les données d'éclairement naturel et de température intérieure ont été simulées sous des conditions réalistes, en intégrant un fichier climatique EPW représentant TMY de la période 2007-2021. Cette simulation a été réalisée en même journée et même heure que les mesures in situ. Par la suite, l'analyse a été poursuivie en utilisant le logiciel SPSS, où nous avons calculé le coefficient de corrélation de Pearson R entre les données mesurées et simulées, pour évaluer la force et la direction de la relation linéaire. Par la suite, une combinaison de méthodes de validation reconnues par des études antérieures ont été réalisées, permet de quantifier les erreurs et d'assurer la fiabilité des résultats, notamment par l'erreur moyenne de biais MBE et le coefficient de variation de l'erreur quadratique moyenne CV-RMSE. Concernant la quatrième étape, la simulation paramétrique, nous avons élaboré les scénarios climatiques futurs à l'aide du logiciel Météonorm 8 basé sur les voies de concentration représentatives RCP, où les scénarios RCP 8.5 a été privilégié pour les années 2050 et 2080, correspondant à un cycle de vie typique de 60 ans d'un bâtiment. Par la suite, nous avons préparé le cas d'étude en modélisant fidèlement les caractéristiques du site et la physique du bâtiment en intégrant le fichier climatique TMY. Par la suite, nous avons défini les paramètres nécessaires pour la simulation paramétrique, incluant tout d'abord les paramètres de conception architecturale, par ailleurs des paramètres climatiques et au final des paramètres énergétiques. Ensuite, nous avons atteint à l'étape de la simulation paramétrique qui repose sur 3 aspects principaux, le lumineux, le thermique et l'énergétique, tout en commençant avec la simulation lumineuse. Qui mesure le parc du sol recevant au moins 300 lux durant 50% en utilisant l'indicateur l'autonomie spatiale de la lumière naturelle. Concernant la simulation énergétique, a été évaluée avec l'indicateur l'intensité d'utilisation énergétique, qui mesure l'énergie annuelle utilisée par mètre carré pour le refroidissement, le chauffage, l'éclairage et les charges d'équipement. On termine avec la simulation thermique qui a été mesurée à l'aide de pourcentage de confort thermique, pourcentage de sensation de chaleur, pourcentage de sensation de froid et un modèle de confort adaptatif a été utilisé. Arrivons à la dernière étape, c'est l'optimisation multi-objectif, a été essentielle pour concilier les exigences de performance. L'optimisation repose sur 5 variables essentielles, sélectionnées et intégrées dans notre cas d'étude. Passons à les fonctions objectives sont les suivantes. Maximiser l'autonomie spatiale de la lumière naturelle, minimiser l'intensité de l'utilisation de l'énergie et maximiser le pourcentage de confort thermique. Comme processus d'optimisation,
nous avons utilisé le plugin Octopus combiné d'un algorithme génétique en représentant les résultats sous la forme des fronts de Pareto. Aux 3 fronts de Pareto distincts ont été générés, tout en tenant en compte les conditions climatiques actuelles et futures. Arrivons maintenant aux résultats et discussions. Commençons par l'évaluation des mesures d'éclairement. D'après le graphique suivant, l'éclairement moyen dans les pièces reste inférieur au seuil recommandé, avec une distribution inégale de la lumière, affectant le confort visuel des occupants. Nous abordons maintenant les mesures thermiques et d'après le graphique suivant, tout en commençant avec la saison hivernale. Durant la période hivernale, les températures restent basses toute la journée, avec une légère hausse l'après-midi, reflétant l'inertie thermique du bâtiment. Le rez-de-chaussée plus stable grâce à la proximité du sol limite les fluctuations, tandis que les écarts entre les étages restent modérés. En saison estivale, les températures sont élevées avec des variations importantes entre le jour et la nuit, où la température nocturne reste élevée. Les étages supérieurs, plus exposés au soleil, enregistrent les températures les plus élevées. Pour gérer cette surchauffe, des solutions architecturales sont nécessaires pour améliorer le confort thermique et réduire la consommation énergétique du bâtiment. Arrivons à l'étape de la validation et calibration et pour valider les résultats de la simulation, 3 pièces ont été modélisées et simulées à différents niveaux, comme le montre la figure suivante. Commençons avec la validation des mesures d'éclairement naturel. L'analyse des niveaux d'éclairement dans les différentes pièces, basée sur la moyenne de 56 points simulés, révèle que la majorité des zones se situe en dessous des seuils de référence de 300 lux. Un point au 5e étage atteint 626 lux, tandis qu'un autre au rez-de-chaussée affiche 43 lux, sont reflétés les moyennes des pièces. Comme l'indiquent les graphiques suivants, les résultats ont montré que les étages supérieurs bénéficient du meilleur éclairage par rapport aux autres niveaux, grâce à une exposition prolongée au soleil, tandis que les niveaux inférieurs plutôt, sont affectés par l'ombrage des bâtiments voisins. Cette distribution lumineuse demeure inégale, avec une intensité accrue près des ouvertures et une insuffisance en profondeur des pièces. Afin de procéder à une validation, le tableau suivant compare les données de simulation et de mesure. Après confrontation, nous avons observé une similarité entre les valeurs avec une faible différence. Pour garantir la crédibilité de nos résultats, nous avons calculé avec soin le coefficient de corrélation de Pearson pour les 3 pièces. L'analyse de relation entre les données par le coefficient de Pearson du tableau suivant montre des corrélations très fortes. 0,994 pour la pièce 1, 0,996 pour la pièce 2 et 0,978 pour la pièce 3, indiquant une excellente concordance. L'application par la suite des équations mathématiques pour le calcul des erreurs moyennes de biais et l'erreur quadratique moyenne qu'on s'est présentée dans le tableau ci-dessous révèle une bonne concordance entre les données. Les résultats obtenus pour les 3 pièces confirment cette précision. Nous passons maintenant aux simulations thermiques réalisées pour les périodes hivernales et estivales, comme le montrent les graphiques suivants. Illustrant la similarité entre les données obtenues. L'utilisation de coefficients de corrélation de Pearson montre une forte concordance, comme le montre le tableau suivant. En hiver, les coefficients de corrélation sont élevés. 0,923 pour la pièce 1, 0,905 pour la pièce 2 et 0,987 pour la pièce 3, montrant une forte relation linéaire. En été, les valeurs sont également cohérentes. 0,899 pour la pièce 1, 0,935 pour la pièce 2 et 0,875 pour la pièce 3, confirmant la fiabilité des simulations. En appliquant les équations mathématiques,
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les faibles valeurs de MBE en hiver et surtout en été indiquent un biais minimal, tandis que le CV-RMSE confirme la haute précision des simulations, bien en dessous des seuils d'Ashray 55. Passons maintenant à un aspect crucial dans notre cas, c'est la simulation paramétrique, tout en commençant avec l'évaluation de l'autonomie spatiale de la lumière des jours, avec ces résultats intéressants présentés dans les figures suivantes. Dans la pièce 1, le SDA était de 32% sur TMY, augmentant de 13% en 2050 et 15% en 2080. Cependant, plus de la moitié de la zone simulée n'a pas atteint un score de 50%. La lumière restant inégalement répartie avec une intensité plus élevée près des fenêtres. Concernant la pièce 2, le SDA était de 34% sur TMY et a augmenté de 8% en 2050 et de 13% en 2080, avec une répartition inégale de la lumière. Concernant la pièce 3, elle a enregistré les niveaux d'SDA les plus élevés parmi tous les étages, avec 35% pour TMY, 38% pour RCP 2050 et 39% pour RCP 2080, affichant des augmentations respectives de 7 et 9%. Il est notable que l'éclairage s'améliore avec l'évaluation de l'étage, avec une pénétration plus profonde de la lumière. Cependant, bien que le dernier étage ait les niveaux d'SDA les plus élevés, il ne fournit toujours pas un éclairage naturel suffisant dans la zone d'étude. La majorité des valeurs d'éclairage ne respectent pas la plage requise de 300 lux, indiquant que le système de fenestration actuel ne répond pas aux normes et nécessite des améliorations. Cela entraîne une utilisation accrue de l'éclairage artificiel, augmentant ainsi la consommation d'énergie. Nous allons maintenant aborder l'évaluation de l'intensité d'utilisation de l'énergie. Les figures suivantes illustrent la consommation énergétique mensuelle sous des conditions climatiques actuelles, bien sûr, et futures. Pour la pièce 1, l'intensité d'utilisation d'énergie annuelle est actuellement de 127 kWh par mètre carré. Sous le RCP 8.5, elle augmente de 2% en 2050 et de 12% en 2080. L'énergie de chauffage diminue progressivement avec une réduction de 43% en 2050 et 64% en 2080, tandis que l'énergie de refroidissement augmente fortement, plus de 76% en 2050 et 137% en 2080, surtout en été. Passons pour la pièce 2. L'intensité annuelle augmente de 3% en 2050 et de 13% en 2080, sous le scénario RCP 8.5. L'énergie de chauffage baisse de 43% en 2050 et de 64% en 2080, tandis que l'énergie de refroidissement augmente respectivement de 75 à 135%. Concernant la pièce 3, avec une valeur actuelle de 132 kWh par mètre carré, les besoins en énergie atteignent 137 kWh en 2050 et 150 en 2080, soit des augmentations de 4 et 13%. Les besoins en chauffage diminuent de 43 à 75%, tandis que l'énergie de refroidissement augmente de 74% à 133%, surtout en été, en raison de l'augmentation des températures. La demande de refroidissement passant d'avril-octobre à mars-novembre illustre l'impact du changement climatique. La consommation d'éclairage et d'équipement reste élevée. Souligne l'importance d'optimiser l'éclairage naturel et l'enveloppe du bâtiment pour améliorer l'efficacité énergétique. Ces résultats montrent la nécessité d'utiliser des données climatiques futures pour ajuster la conception du bâtiment. Poursuivons avec l'évaluation du confort thermique.
où un modèle du confort thermique adaptatif a été réalisé. Commençons par la pièce 1, comme l'illustre le tableau et les figures suivantes. La pièce 1 enregistre 2580 heures de confort thermique sur 8760 heures, soit 29%, et reste un confortable 71% du temps, bien en dessous des 80% requis par la norme HRE. Selon le scénario RCP 8.5, la sensation de chaleur augmenterait de 35% en 2050 et de 52% en 2080, tandis que la sensation de froid diminuerait de 27% en 2050 et de 44% en 2080, réduisant les besoins en chauffage et augmentant la demande en refroidissement. Passons à la deuxième pièce. L'examen des différents niveaux du bâtiment révèle des variations significatives des sensations thermiques sous les conditions climatiques actuelles. Les sensations de chaleur augmentent de 13 et 18% du RDC aux étages supérieurs, probablement à cause d'une exposition solaire accrue, tandis que la sensation de froid diminue de 12 et 18%, indiquant une meilleure régulation thermique en automne. Pour la pièce 3, sur le RCP 8.5, la sensation de chaleur augmenterait jusqu'à 14% en 2050 et 12% en 2080, tandis que la sensation de froid diminuerait de 20%, réduisant les besoins en chauffage, mais accentuant la demande en refroidissement. Les résultats indiquent que le changement climatique accroîtra les besoins en refroidissement, rendant nécessaire l'intégration des stratégies passives pour limiter le recours au système mécanique. Maintenant, nous allons aborder l'optimisation multi-objective, un processus clé dans notre recherche. Plusieurs paramètres ou variables ont été ajustés et compris. Une large gamme des rapports fenêtre-mur allant de 0,2 à 0,95, tel que présenté par la figure suivante. Deuxième point, 4 matériaux distincts pour la construction des murs ont été choisis en tenant compte des coûts, de la disponibilité des matériaux et des performances thermiques. Voici un tableau représentant ces caractéristiques. Arrivons à la troisième point. L'orientation du bâtiment a été modifiée passant du nord vers le sud, tel que présenté par la figure suivante, en ajustant son angle d'orientation dans une plage de 0 à 180 degrés. Quatrième point, c'est les 6 matériaux de fenêtres distincts ont été examinés comme suit. Et leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant. Arrivons au cinquième et dernier point, un dispositif d'ombrage horizontal a été conçu avec des dimensions variables en termes de profondeur, de largeur et d'angle de rotation. À présent, focalisons-nous sur les fronts de Pareto, où 3 fronts de Pareto ont été réalisés, tout en commençant avec la pièce E. Comme indiqué dans l'image suivante, le liage des points en 3D. Le graphique montre 35 solutions optimales et 72 dominées, où les points verts représentent les conceptions équilibrées et les rouges de compromis moins favorables. Ainsi, le graphique tripartite suivant montre l'interaction entre les indicateurs passés, aidant à optimiser le confort la conception des bâtiments pour un équilibre optimal. Dans notre cas de la pièce 1, 107 solutions ont été générées, dont 10 ont été sélectionnées telles que présentées dans le tableau suivant. Et leur visualisation est répartie par le maillage de Delaunay, présenté comme c'est présenté par les nœuds en gris. Le tableau compare 3 critères de conception. Les solutions 1, 4 et 8 montrent les meilleures performances, avec un meilleur éclairage naturel, un confort thermique accru et une consommation énergétique réduite. Passons à la deuxième pièce. Comme le montre le graphique et le diagramme tripartite suivant, 50 solutions sont classées comme non dominées.
ce qui signifie qu'elles réussissent à équilibrer efficacement ces objectifs. En revanche, 116 solutions sont dominées. Dans le cas de la pièce 2, au total, 166 solutions ont été générées, dont 10 ont été sélectionnées, telles que présentées par le tableau et le maillage de Delaunay suivant. Les solutions les plus optimales sont la première, la quatrième et la sixième solution. Équilibre l'éclairage naturel, consommation énergétique et confort thermique. Arrivant à la pièce 3, et comme le montre le graphique et le diagramme tripartite suivant, le processus d'optimisation a identifié 110 solutions de conception potentielle. Parmi celles-ci, 10 solutions ont été sélectionnées en fonction de leur position comme c'est présenté dans le maillage de Delaunay et le tableau suivant. Les résultats montrent une amélioration du SDA pour la sixième solution, de la consommation énergétique pour la première solution et du confort thermique pour la la troisième solution. Ces solutions offrent des compromis intéressants pour une conception équilibrée. Après cela, nous verrons une comparaison des performances optimisées. Ce tableau résume les évolutions des indicateurs clés pour chaque pièce, en mettant en évidence les compromis adoptés et les performances optimales obtenues. Une démarche pour identifier la solution optimale a été utilisée, tout en commençant avec une analyse des performances globales, suite d'une élimination des solutions non conformes. En comparant les trois pièces, ça ne marche pas. Ça marche. Ah oui, chanter les chants pas grave. Non, des chants. Ah, là, ça fonctionne. Non, lorsque j'appuie sur le bouton. Des chants. Elle est déjà là. Ouais. Voilà. En comparant les trois pièces, la solution 4 de la pièce 2 se distingue comme la plus équilibrée. Le tableau ci-dessous présente les valeurs optimales des variables pour la solution 4 de l'objet d'étude. Cette solution garantit un bon équilibre entre lumière naturelle, efficacité énergétique et confort thermique, ce qui est en effet le meilleur compromis pour l'ensemble du bâtiment. Arrivons au scénario optimal du cas d'étude. Nous avons appliqué la solution 4 avec ses variables aux trois pièces sélectionnées afin d'obtenir un bâtiment plus performant. Ce tableau, tout en commençant avec l'autonomie spatiale de la lumière naturelle, ce tableau visionne les données de la SDA actuelle, optimisées et les taux d'amélioration. L'optimisation des trois pièces a considérablement amélioré la lumière naturelle, avec des taux d'optimisation variant entre 102 et 140%. Globalement, la pièce 2 a obtenu les meilleurs résultats, suivie de la pièce 1, tandis que la pièce 3 a montré des progrès plus modérés. Ces résultats soulignent l'impact positif de l'optimisation sur la distribution de la lumière naturelle. Ces résultats se montrent parfaitement dans les graphiques illustrés où l'optimisation apparaît clairement. Les résultats confirment l'efficacité de l'optimisation de l'approche paramétrique pour améliorer l'éclairage naturel, réduire la dépendance à l'éclairage artificiel et anticiper les impacts de changements climatiques. Passons maintenant au deuxième indicateur, l'intensité d'utilisation de l'énergie. Et comme c'est présenté dans le tableau ci-dessous, sous les conditions TMY, les taux d'optimisation sont de 54% pour la pièce 1, 54,7% pour la pièce 2 et 56% pour la pièce 3, indiquant une réduction notable de la consommation énergétique. Cependant, en 2050 et 2080, ces taux chutent à 32 et 34% pour toutes les pièces, en raison des projections climatiques futures.
Ces résultats d'optimisation sont clairement illustrés par les graphiques présentés ci-dessous. L'analyse montre que, quels que soient les scénarios d'optimisation de l'intensité d'utilisation de l'énergie, permet de réduire significativement la consommation énergétique des pièces, avec une efficacité plus marquée. Passons au confort thermique. Les résultats après optimisation sont présentés dans le tableau ci-dessous. L'optimisation des 3 pièces a conduit à une amélioration modeste du confort thermique, avec des augmentations variant entre 14 et 17% en 2050 et entre 29 et 31% en 2080. Ces résultats suggèrent une meilleure adaptation aux conditions climatiques futures, bien que des ajustements supplémentaires puissent être nécessaires pour maximiser le confort thermique. Ces résultats d'optimisation sont clairement illustrés par les graphiques présentés ci-dessous. Bien qu'après optimisation, le pourcentage de confort thermique dans les 3 pièces n'atteigne pas le seuil de 80% recommandé par la norme HRI. Les résultats montrent une amélioration notable, l'intensité d'utilisation de l'énergie a diminué et des progrès significatifs ont été réalisés sur le confort visuel. Bien que l'augmentation de confort thermique soit encore modeste, ces améliorations démontrent qu'un environnement intérieur plus confortable et énergétiquement efficient est en cours de réalisation, ouvrant la voie à des solutions encore plus adaptées aux futurs défis climatiques. Au final, nous arrivons à la conclusion et perspective de la recherche. Cette étude a pour objectif de démontrer la pertinence de l'approche paramétrique dans la conception environnementale des logements sociaux. Elle cherche à optimiser à la fois le confort intérieur et l'efficacité énergétique, tout en tenant compte des enjeux liés au changement climatique. En intégrant cette approche dès les premières étapes de la conception architecturale, la recherche vise à explorer et proposer des alternatives novatrices et durables pour améliorer les performances des bâtiments tout en répondant aux besoins des occupants. Cette analyse paramétrique réalisée avec Rhinoceros, Grasshopper et ses plugins évaluait l'impact de la configuration du bâtiment sur ses performances thermiques, lumineuses et énergétiques dans un contexte de changement climatique. Les résultats révèlent un éclairement insuffisant, une augmentation significative de l'intensité de l'énergie, ainsi qu'un non-respect des seuils de confort thermique définis par la norme HRI. Ces observations mettent en évidence une consommation énergétique en hausse, principalement attribuée au refroidissement, tandis que les besoins en chauffage diminuent progressivement. Le confort thermique reste insuffisant, notamment dans la pièce E, et l'éclairage est inégal, révélant l'inefficacité du système de fenestration. Ces constats soulignent l'importance d'adapter la conception architecturale aux évolutions climatiques pour des stratégies passives. L'étude a exploité des algorithmes génétiques sur 383 configurations générées. 30 alternatives optimales sont émergées. L'optimisation a révélé à des paramètres clés. Un ratio fenêtre-mur de 0,4, un mur en brut creuse double avec isolant, un vitrage double avec faible émissivité avec gaz d'argon, une orientation de 150 degrés avec un ombrage de 0,3 mètres incliné à 30 degrés. Ces choix ont significativement amélioré les performances environnementales, validant l'efficacité des fonctions objectives dès la conception. Les résultats de cette recherche ont confirmé les hypothèses formulées. Il est crucial d'étendre ces pratiques aux bâtiments en Algérie et d'intégrer l'approche paramétrique dès la première étape du processus de conception, en tenant compte des pluralités climatiques et contextuelles locales. Comme tout travail de recherche, cette étude présente certaines limites qui méritent d'être soulignées. L'une des principales contraintes réside dans le temps de la simulation, relativement long, limite l'exploration de données.
l'analyse de scénarios supplémentaires et l'élargissement du champ d'étude à d'autres variables et configurations. De plus, la simplification des scénarios d'occupation et des habitudes des usagers qui ne reflètent pas pleinement la variabilité réelle du comportement humain, influençant ainsi la précision des simulations. Les perspectives futures de cette recherche se concentrent sur l'intégration du confort acoustique en complément des aspects thermiques et lumineux, afin de mieux comprendre son impact sur le bien-être des occupants. L'ajout du coût comme indicateur d'optimisation permettra de concilier performance, confort et viabilité financière. Troisième point, l'intégration des technologies innovantes telles que des systèmes de contrôle pour l'éclairage et la ventilation. Enfin, une analyse de l'environnement extérieur et de l'impact des éléments urbains sur le confort intérieur des occupants viendra de compléter l'approche de conception intégrée. Afin de terminer, je souhaite partager avec vous les activités scientifiques. Au cours de mon parcours, j'ai eu l'opportunité de valoriser mes recherches avec 2 publications scientifiques. L'une dans le journal Periodico de la Minéralogia indexé Scopus classe A et une autre dans la revue Journal of Physics Conference Series indexée Scopus et Web of Science. J'ai également participé à des communications dans 5 conférences internationales, notamment dans la conférence de la CESPAD en Suisse et la conférence de la Turquie Antalya avec son procédé, et 5 communications nationales. Les attestations de participation sont présentées ci-dessous et au final, je veux vous remercier pour votre attention.